Je voudrais vous parler un petit peu de la problématique de l'intégration des énergies renouvelables dans les îles. Alors pourquoi dans les îles? Parce que vous allez le voir tout à l'heure, enfin d'ici peu de temps, les îles ont un certain nombre de particularités qui fait que installer des éoliennes par exemple ou installer des capteurs solaires photovoltaïques dans ces circonstances, dans cet état-là, pose des soucis particuliers. Donc il y a déjà des problèmes particuliers, je dirais, dans des régions continentales. Et dans les îles, ces problèmes sont accrus. Donc tout d'abord, je vais vous présenter en quelques mots la problématique de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, très souvent, les personnes pensent que le problème le plus important dans le domaine énergétique, c'est de trouver de l'énergie à produire. Alors c'est un problème, certes, de trouver des sources d'énergie pour produire de l'électricité, mais le problème essentiel n'est pas vraiment celui-là. Le problème essentiel, c'est qu'à chaque instant, on va le voir dans quelques instants, j'anticipe un peu, qu'à chaque instant, la production, l'énergie produite soit égale à l'énergie consommée. Et vous verrez que ce n'est pas toujours très très facile à atteindre. Et cet équilibre production-consommation est déjà difficile à atteindre avec des moyens conventionnels de production d'électricité, c'est-à-dire avec des moteurs diesel, avec des centrales nucléaires, avec ce genre de choses. Donc c'est un problème très très général. Quand on va commencer à parler des énergies renouvelables, vous allez voir, il y a différents types d'énergies renouvelables. Je ne vais pas parler de ça non plus. Enfin, je ne vais pas présenter toutes les énergies renouvelables, mais celles, je dirais, les plus utilisées pour la production d'électricité, qui ont une particularité importante, qui est que ces sources d'énergie sont aléatoires et varient énormément dans le temps et dans l'espace, ce qui pose des problèmes. C'est-à-dire si déjà c'est déjà difficile de gérer des moyens de production conventionnels que l'on contrôle, vous allez voir que c'est encore plus compliqué de les gérer quand vous ne contrôlez pas ce qui est produit. Et donc ça, c'est déjà compliqué, même dans les réseaux continentaux, interconnectés, etc. Alors si on est dans une île, c'est la troisième partie, bah, le problème est encore plus important et on va essayer de voir pourquoi dans les îles en général c'est important. On fera bien sûr un petit zoom sur la situation en Corse, mais vous verrez que ce n'est pas propre à la Corse, c'est une problématique qui touche des millions d'habitants à travers le monde. Et puis on essaiera de voir rapidement, sans trop passer de temps, je dirais, sur les trois moyens qu'il a appliqués. Alors c'est pas l'un ou l'autre, ce sont les trois en même temps, pour permettre, je dirais, d'intégrer un plus grand nombre de capteurs photovoltaïques et d'éoliennes dans les réseaux électriques. Les trois moyens complémentaires sont d'une part prédire ce que vont produire ces systèmes. Le second moyen, c'est de pouvoir stocker cette énergie. Mais si vous ne savez pas prédire, vous ne pourrez pas stocker de manière, je dirais, intelligente et optimale. Et puis la troisième méthode, c'est de gérer intelligemment ce qui arrive et puis ce qui repart. On appelle ça des smart grids. C'est un mot très très à la mode actuellement. Ensuite, je vous donnerai un petit exemple. Une île 100% énergie renouvelable, dont on parle pas mal, qui est l'île de El Hierro aux Canaries. Bon, on ne peut pas du tout comparer la situation de l'île de El Hierro avec celle de la Corse. El Hierro, c'est une petite île avec 11 000 habitants. Donc, on peut difficilement comparer. Mais ça peut nous donner un certain nombre d'idées sur ce qui pourrait, je dirais, être fait. Alors, comme je vous l'ai dit, le gros problème, c'est que l'électricité se stocke en général très difficilement, on en reparlera tout à l'heure, et dès qu'elle va être produite, cette électricité, il va falloir la consommer. Alors c'est embêtant parce que il va falloir qu'à chaque instant, cette électricité, quand elle est produite, soit consommée quelque part. C'est déjà pas évident, encore une fois, quand tous les réseaux sont interconnectés, mais à la rigueur, c'est pas très grave dans ces conditions-là, parce que si l'énergie qui est produite à un endroit ne peut pas être consommée dans le même endroit, elle sera transférée un peu plus loin. Et puis vous verrez tout à l'heure que dans une île, c'est très embêtant, surtout si l'île n'est pas interconnectée, ou si elle n'est que partiellement interconnectée, comme c'est le cas de la Corse, dont on reparlera tout à l'heure. Alors comment ça fonctionne ce système-là? Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails, je dirais, techniques. Mais en gros, vous savez que le courant électrique sur le réseau électrique en France, dans la plus grande partie de l'Europe, c'est du 50 Hz. Et donc on se débrouille il faut maintenir cette fréquence constante. Alors il y a deux problèmes. Si à un instant donné, eh bien, la consommation est égale à la production, vous avez ces 50 Hz là importantes, c'est la référence qui est maintenue. Si à un moment donné, c'est le cas à gauche, si à un moment donné, vous avez la consommation qui devient supérieure à la production,
ce qu'il faut bien sûr éviter. Dans ces cas-là, si on n'arrive pas à remonter la production, eh bien, on va délester les consommateurs. Pourquoi pas? On peut très bien considérer qu'il y a certaines alimentations électriques moins importantes que d'autres et en délester certaines pour une utilisation, je dirais, ultérieure. Et puis, il y a aussi le second problème auquel généralement le public ne pense pas, c'est si à un moment donné on produit plus que ce que l'on consomme. Alors si on produit plus que ce que l'on consomme, bah, c'est aussi grave que si on produit moins que ce que l'on consomme. Parce qu'à ce moment-là, les machines, toutes les machines électriques vont essayer de s'adapter pour arriver à atteindre ces 50 Hz, et puis elles peuvent très bien s'affoler. C'est pas tout à fait le terme technique, mais en fait, on comprend très bien ce que ça veut dire. Elles vont commencer à s'affoler, et puis il va falloir les arrêter, sinon elles vont commencer à avoir un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est important. Dans un réseau électrique, quel qu'il soit, une île, pas une île, un continent, ce que vous voulez, vous devez maintenir en permanence ces 50 Hz et un équilibre entre ce qui est consommé et ce qui est produit. Alors, je vous montre ici deux petites photos. Je ne sais pas si c'est très très clair. En haut, vous avez une photo du dispatching. Alors, ce n'est pas le dispatching encore, c'est un dispatching ici qui se trouve en Bulgarie. Pourquoi j'ai montré celui-là? Tout simplement parce que c'est le seul que j'ai visité avec celui d'Ajaccio. Donc voilà. Ce dispatching, c'est quoi? Vous avez ça dans tous les pays du monde, dans toutes les régions. C'est un endroit où on va gérer, on va décider de mettre en marche certains moyens de production, en couper d'autres. Et les 50 Hz, bon, si on avait une vue un peu meilleure, enfin une vision un peu plus meilleure, vous verriez que le chiffre 50 Hz qui apparaît là et qui est en permanence qui est contrôlé. Donc sur celui de Bulgarie, vous avez un grand tableau avec la Bulgarie, elle est interconnectée avec tous les pays autour, la Grèce, la Russie, etc. Et donc vous avez différents moyens de production très très importants, avec des centrales nucléaires d'ailleurs qui se trouvent à droite là-bas. On m'avait demandé de ne pas faire les photos, mais je les ai faites quand même. Et vous aviez toutes des systèmes, vous avez même des stations de transfert d'énergie par pompage dont on parlera tout à l'heure, qui sont utilisées en Bulgarie. Chose très très importante. Alors là, comme vous le voyez, sur l'image de droite, vous avez une carte de l'Europe avec toutes les interconnexions. Et vous voyez que pratiquement tous les pays d'Europe sont interconnectés les uns avec les autres. Ce qui est produit en France peut partir en Allemagne, ce qui est produit en Allemagne peut venir en France. Il n'y a pas trop de problèmes. Bien évidemment, en général, c'est consommé sur place, mais il n'y a pas de souci avec ça. Vous avez le petit exemple de la Corse en bas, où vous voyez qu'il y a une légère interconnexion, on en reparlera tout à l'heure. Il y a deux câbles différents qui relient la Corse à l'Italie et à la Sardaigne. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, si je prends le cas de la France, eh bien vous avez globalement ici les principales interconnexions avec les pays qui se trouvent autour. Et donc, comme je l'ai écrit ici en orange, eh bien si le réseau n'est pas interconnecté, ou s'il n'est que partiellement interconnecté, le problème, c'est que ce qui va être produit en trop ne va pas pouvoir être consommé ailleurs, et ça complique énormément la gestion des sources d'énergie. Donc si je rappelle un peu ce que j'ai dit, d'abord il faut garder en réserve, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait des moyens de production, on va y revenir sur le transparent suivant, on doit toujours garder des moyens de production en réserve. En réserve parce que si à un instant donné, on a une augmentation de la consommation qui peut être très soudaine, il faut que nos moyens de production électrique puissent réagir immédiatement. Et vous allez voir que ce n'est pas le cas en général pour la plupart des moyens de production électrique. Ils ont un certain temps de démarrage. Et si vous n'avez pas prévu de les démarrer au moment où il fallait, eh bien vous vous retrouvez avec un blackout et un arrêt de production. En plus, en général, on va en reparler tout à l'heure, il ne faut pas les faire fonctionner au maximum de leur puissance. Prenons le cas de la Corse, par exemple, avec des moteurs diesel. Ce sont des moteurs d'à peu près 20 MW, bon, peu importe la puissance. Eh bien, on ne va jamais les faire fonctionner à fond. Pourquoi? Parce que s'il y a une moindre variation de consommation, dans un sens ou dans l'autre, une augmentation ou une diminution, il faut qu'on puisse instantanément agir sur le moteur pour qu'il produise plus ou qu'il produise moins. Et donc, si vos moteurs sont à fond, vous ne pourrez plus augmenter cette production. Autre chose, ne pas tout miser sur un seul moyen de production. Vous verrez ça, c'est très important.
ne pas tout miser sur un seul moyen de production pour une raison très simple, évidente, c'est que si vous misez tout sur un seul moyen, ben, si ce moyen tombe en panne, s'il y a un problème technique sur ce moyen de production, eh bien, il n'y a plus d'énergie produite dans sur toute l'île ou sur toute la zone qui nous intéresse. Alors ça, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que j'aimerais au moins essayer, par cette petite conférence, de casser un certain nombre d'idées reçues. On en reparlera tout à l'heure. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous parler de limites au-delà de laquelle on ne peut plus mettre de système d'énergie renouvelable en fonctionnement, parce qu'on ne sait plus contrôler. Mais cette limite, très souvent, on pense elle n'est mise que sur les énergies renouvelables, mais elle est mise aussi sur les autres moyens de production. Toujours pareil, il faut éviter, si à un instant donné, pratiquement toute la production vient d'un seul moyen de production et que celui-ci tombe en panne, eh bien, on va avoir un énorme problème. Donc, on va préférer en mettre plusieurs petits. Alors ça, je l'ai un petit peu illustré sur le tableau d'à côté. Vous avez ici dans le tableau un certain nombre de moyens de production d'électricité qui va du nucléaire, le plus connu, je dirais, en France, jusqu'à les 3 moyens qui se trouvent encadrés en rouge et qui correspondent un peu à ce que nous trouvons ici en Corse. C'est-à-dire, d'une part, les centrales hydrauliques, pardon. Donc les centrales hydrauliques, les turbines à combustion, on en reparlera tout à l'heure, qui fonctionnent au fioul léger, qui sont des moyens de production très rapides et qui sont utilisés en général pour écrêter les pointes, c'est-à-dire quand on a vraiment une surconsommation, eh bien on va les mettre très rapidement en fonctionnement. Et puis vous avez les moteurs thermiques à combustion interne, c'est ce qu'on trouve au Vadzio et à Luciane actuellement. Donc vous voyez déjà deux choses importantes. Vous voyez déjà les gammes de puissance. Donc déjà vous voyez qu'une centrale nucléaire, entre 400 et 1300 MW, et je vous avoue que je me demande même si 400 MW ça existe. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, déjà, la puissance d'un moteur est très très élevée. Un ordre de grandeur encore, c'est 500 MW la production, le maximum de la consommation d'électricité à un instant donné. Donc ces moyens-là, par exemple, de production, sont inenvisageables puisque déjà la puissance est bien plus élevée que ce que l'on a. Alors, j'ai voulu illustrer ici l'importance de la puissance des moteurs, de la puissance des moyens de fonctionnement, par le petit graphique qui est ici. Imaginons que j'ai besoin de 60 MW à un instant donné. Je peux très bien décider de prendre un moteur de 60 MW. Pourquoi pas? Seulement, quand j'ai un moteur de 60 MW, je sais que je ne vais pas pouvoir le faire fonctionner au-dessous d'une certaine puissance. C'est des raisons techniques que je ne vais pas développer ici. C'est-à-dire entre à peu près ici 39 et 60. Je vais pouvoir le faire fonctionner entre 39 et 60. Bon, c'est embêtant parce que si à un moment donné j'en ai besoin de moins, je ne vais pas pouvoir produire moins. Et puis une autre solution, bien évidemment, c'est qu'au lieu d'utiliser un moteur de 60 watts, je vais en utiliser 3 de 20. 3 de 20, c'est bien plus pratique si vous regardez parce que le premier qui fait 20 MW, lui, va pouvoir fonctionner dans une petite gamme de puissance. Puis si j'en mets un second, ça augmente et la gamme de puissance utilisable va être beaucoup plus importante. Donc ça, c'est déjà un point essentiel. Ça va vous expliquer pourquoi en Corse, on utilise des petits moteurs de faible puissance. Ça, c'est déjà une chose. Donc ça, c'est le premier point, la puissance. Ensuite, un point très important, je laisse tomber les 3 colonnes intermédiaires, enfin les 2 colonnes ici intermédiaires, je regarde la fin. À la fin, vous avez le temps de démarrage d'un système. Le temps de démarrage d'un système. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une centrale thermique comme un moteur comme celle que vous pouvez trouver au Vadzio ou à Luciane, si ce moteur est arrêté et que soudain vous apercevez qu'il faut le mettre en marche mais un peu trop tard, il faut à peu près 40 minutes entre le moment où vous allez appuyer sur le bouton pour le démarrer et le moment où elle va se mettre à produire son électricité. Alors ça, c'est pas très pratique parce que bien évidemment, pendant 40 minutes, vous vous retrouvez sans électricité. C'est ce qui se passait à un certain moment dans cette région, il y a quelques années, quand il y avait quelques problèmes de gestion d'électricité. Par contre, si vous regardez une turbine à combustion, il lui faut à peu près 15-20 minutes pour démarrer, c'est déjà bien mieux. Et puis, si vous regardez une turbine hydraulique, une centrale hydraulique, là, on vous dit 5 minutes, mais je peux vous garantir, j'en ai déjà vu, qui démarre en l'espace d'1 minute. Donc déjà, le temps de démarrage est important. Le temps de réaction entre le moment où on va décider d'appuyer sur le bouton et le moment où on va pouvoir produire de l'électricité. Donc vous voyez que déjà, donc les 2 points essentiels, les temps de démarrage et puis d'avoir la nécessité, quand on est par exemple dans une île, j'anticipe déjà un petit peu sur les îles, avec des consommations d'électricité qui sont faibles, eh bien il y a certains moyens de production qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'ils sont trop puissants et qu'on ne peut pas les réguler.
Un truc aussi bête qu'une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, vous n'avez pas un bouton où vous pouvez diminuer la puissance, augmenter la puissance. Votre réacteur nucléaire est en marche, bah, il produit à sa puissance maximale. Bon, peut-être qu'on peut jouer entre 90 et 100%, mais on ne peut pas s'amuser à réguler, mettre plus ou mettre moins. Alors ça, c'est important. Donc vous voyez que déjà, avec des moyens conventionnels sur un réseau, je dirais, classique, c'est déjà pas évident d'arriver à atteindre un équilibre de consommation entre la consommation et la production. Alors, pourquoi c'est encore plus compliqué quand on a des énergies renouvelables? Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, parce que j'en ai peut-être écrit un petit peu plus, un peu trop. La plupart des énergies renouvelables, tout au moins celles qu'on a l'habitude de bien connaître, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, varient énormément. Vous le voyez, ça varie d'un jour à l'autre, ça varie d'une heure à l'autre, ça varie déjà le jour et la nuit. Déjà, on a un avantage avec le solaire. Il y a un gros avantage sur le solaire et le vent. C'est que le soleil, on est déjà sûr du moment où on ne l'a pas. La nuit, il n'y en a pas, on est déjà tranquille. Le vent, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que le vent, il peut y en avoir la nuit, il peut y en avoir le jour, à peu près pareil. Donc le fait que ces énergies, contrairement à tout à l'heure où quand on en avait besoin, il suffisait de le démarrer, là, on est bien de plus embêté parce que non seulement on ne sait pas à quel moment elles vont produire, mais on ne sait pas combien elles vont produire. Parce qu'elles vont produire plus ou moins en fonction de la quantité de soleil, en fonction de la quantité de vent que vous avez à votre disposition. Alors ça, c'est très compliqué pour le gestionnaire d'électricité. Je rappelle, il faut toujours qu'il maintienne cet équilibre entre la consommation et la production. Et quand vous ne savez pas ce qui vient de la production, comment voulez-vous gérer tout ça? C'est compliqué. Soudain, le vent s'arrête, certaines éoliennes s'arrêtent, il faut trouver des moyens de production qui instantanément vont compenser cette surconsommation. Mais de la même manière, ce qui peut se passer, c'est que vous êtes à un instant où vous avez une consommation qui baisse, et où d'un seul coup, vous vous retrouvez avec trop d'électricité. Donc à ce moment-là, vous le verrez tout à l'heure, c'est un exemple tout à l'heure, vous allez voir, on va être obligé de déconnecter, en général, des éoliennes et des capteurs photovoltaïques, avec tous les problèmes que ça peut poser derrière sur le plan économique. C'est-à-dire que l'installateur, je dirais, de ces systèmes, s'il n'est pas assuré qu'il va pouvoir produire toute l'année, il sera peut-être moins intéressé pour les installer. Alors pour cette raison, eh bien, de cette intermittence très très forte, EDF, mais pas seulement EDF, parce que ça aussi c'est souvent quelque chose que l'on entend dire, c'est-à-dire on entend dire EDF nous impose cette limite de 30%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à un instant donné, je dis bien, ce n'est pas en moyenne, ce n'est pas en énergie sur la journée, c'est à un instant donné, la part en provenance de sources aléatoires, c'est-à-dire de sources que l'on ne contrôle pas, ne doit pas dépasser 30% de la puissance consommée. Alors cette limite de 30% n'est pas une limite qui est appliquée uniquement en France, elle est appliquée dans le monde entier, ce n'est pas du tout spécifiquement français, c'est appliqué dans le monde entier, ce sont des calculs statistiques, il y a différentes manières de calculer cette limite d'intégration. Et ça c'est un problème, et c'est pour ça qu'on va voir un petit peu comment on va pouvoir augmenter cette part. Parce qu'en Corse par exemple, on n'est pas loin de ces 30% maximum à certains moments de l'année. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment en Corse, par exemple, où on est obligé de déconnecter des éoliennes et des capteurs photovoltaïques alors qu'il y a du soleil et du vent, mais on est obligé parce qu'on ne respecte plus ces 30% de puissance appelée. Alors simplement ici une petite illustration pour montrer que ça varie, mais enfin ça à la rigueur vous vous en doutiez bien. Vous avez ici représenté sur Ajaccio la vitesse de vent, l'éclairement solaire au cours d'une année. Là c'est au cours d'une année. Bon. Et vous avez à côté la production simulée d'un parc éolien d'une part de 100 MW et puis d'un champ de photopile de 70 MW. Bon, vous voyez, ça varie beaucoup. Et si je regarde un pas de temps encore plus fin, eh ben, ça varie encore plus. Voilà, donc, bon, mais ça, à la rigueur, je pense que tout le monde se doutait qu'il y avait des variations très importantes. Il suffit d'être soumis au vent et au soleil pour s'en apercevoir. Alors, en quoi elle se différencie donc des autres moyens de production? Je l'ai déjà un petit peu dit. Déjà, comment les producteurs d'électricité appellent ces moyens de production d'énergie? On appelle ça des sources fatales. Alors, ce n'est pas un nom que j'ai inventé, c'est le nom qui est utilisé. Et c'est bien, le mot fatal veut bien dire ce que ça veut dire. On ne contrôle rien. Ça arrive, ça repart, ça vient. À un moment où on ne s'y attend pas, au moment où on n'a pas besoin, ça arrive. Donc, c'est assez embêtant. Alors quel problème? Pas de puissance garantie, vous pouvez mettre demain 600 MW d'éoliennes en Corse, si à l'instant T il n'y a pas de vent,
Vous avez beau mettre vos 600 MW, ils ne le produiront pas. Donc on n'a pas de puissance garantie. Autre problème, l'intermittence, on en a déjà parlé. Après, des petits problèmes électriques, peut-être un peu compliqués à expliquer ici, mais je dirais si demain, une éolienne et un capteur photovoltaïque sont connectés à un réseau sur lequel il n'y a plus de tension, parce que la centrale thermique est tombée en rade, eh bien ces éoliennes ne pourront pas produire. C'est-à-dire on ne peut pas dire, tiens, elles vont venir en secours. Non, pourquoi? Parce que ces éoliennes et ces capteurs photovoltaïques vont être raccordés à un réseau électrique qui n'aura plus de tension, plus de fréquence. Elles ne pourront plus fonctionner. Et à elles seules, elles ne peuvent pas apporter cette fréquence et cette tension. Je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est peut-être un peu trop technique. Et puis, la non-participation à la stabilité, ben, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que votre réseau va fortement fluctuer. Et on va en reparler tout à l'heure avec l'interconnexion avec la Sardaigne, depuis qu'on est interconnecté, surtout avec le câble de courant alternatif. Les personnes qui sont là depuis un certain temps ont dû s'apercevoir que la qualité de l'électricité en Corse était un petit peu meilleure. Et cette interconnexion n'est pas pour rien là-dedans. Alors, simplement, bien ici, la problématique. Donc ça, c'est les transparents que j'ai volés, avec leur autorisation, à EDF. Une production éolienne, une production solaire, vous voyez, ça varie dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Ben, satisfaire ce que vous avez à droite. Vous avez la consommation au cours d'une journée, ça c'est sur la Corse. Et vous avez la consommation au cours de la journée. Donc vous voyez avec un signal perturbé comme celui-ci, avec un autre signal aussi perturbé, il faut se débrouiller pour mélanger ces deux-là pour obtenir une courbe qui est relativement lisse à droite. Vous devez bien comprendre que ce n'est pas aussi évident que ça. Un autre exemple de cette variabilité, vous avez ici une forte variabilité. Alors là, ce n'est pas sur la Corse, là c'est, je dirais, au niveau national français. Vous avez donc des productions de capteurs ici photovoltaïques. Donc vous voyez la puissance émise. Donc vous voyez déjà que là, vous avez un jour où, je dirais, fortement nuageux sur la France, donc très peu de production le troisième jour. Puis un jour où le ciel était bien bleu, c'est le dernier jour à droite. Donc vous avez déjà une forte variabilité comme ça. Et puis, chose qui est importante, ce qui a été écrit au-dessous, c'est que de telles variations sur le réseau électrique en France sont équivalentes à peu près à 20 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire qu'entre un jour où il fait beau sur la France et un jour où il ne fait pas beau, avec des capteurs photovoltaïques, bah, c'est pratiquement la puissance de 20 réacteurs nucléaires qui sont mis en marche ou qui sont arrêtés. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable, surtout maintenant où les puissances installées sont de plus en plus grandes. Alors, là, j'ai voulu m'amuser un petit peu, si je peux appeler ça comme ça. L'idée, c'est de dire, bah, tiens, et on va essayer de voir un peu comment est-ce qu'on pourrait augmenter ce taux de 30%. Donc, je me suis amusé à simuler. Vous avez les données de vent sur Ajaccio, les données de soleil sur Ajaccio. J'ai simulé des fonctionnements de capteurs photovoltaïques éoliens. Peu importe. La charge à satisfaire, vous l'avez en rouge ici. C'est à peu près la consommation que nous avons en Corse. C'est très difficile d'obtenir des données sur la consommation électrique en Corse. Donc, je dirais que c'est à peu près. Et puis, qu'est-ce que je fais? Ben, je me débrouille, je regarde. Et puis, j'ai simulé ici 12 moteurs de 25 MW qui fonctionnent en même temps. Enfin, qui fonctionnent en même temps, qui fonctionnent quand on en a besoin. Vous voyez, c'est la production en bleu. Donc, parfois, c'est en marche, parfois, ce n'est pas en marche. Et puis, je fais tourner ça sur un an, quoi. Et puis, je regarde un petit peu. Ben, j'ai pas de stockage. C'est simplement une petite simulation comme ça. Puis, je regarde. Je fais le bilan entre ce qui rentre et ce qui sort. Et j'obtiens cette espèce de courbe marron qui est là, où vous voyez de temps en temps une surproduction quand on est au-dessus de zéro, et puis une sous-production quand vous êtes au-dessous de zéro. Ce qui veut dire qu'en fait, on s'aperçoit que sur un an, sur une petite simulation comme ça, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, vous avez à peu près ici 70 000 MWh qui ne sont pas satisfaites. 70 000 MWh de panne, enfin d'énergie non consommée en Corse, les gens sont coupés pendant cette période-là. Et puis sur la même période, vous avez 376 000 MWh qui sont surproduits. Ah, donc quand on voit un truc comme ça, on se dit, bah, attendez, la solution, elle est simple. Moi, je prends toute cette énergie qui est surproduite, qui est perdue parce que je la produis en trop, et puis je la mets quelque part en réserve, et puis quand j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Et comme je me retrouve avec une production qui est, je ne sais pas combien de fois supérieure à ma consommation non satisfaite, j'ai résolu le problème. Oui, en théorie, c'est relativement simple, mais vous allez voir que ce n'est pas le cas. Donc là, on peut déjà voir que si on avait un stockage d'énergie, ben on résoudrait partiellement ce problème
en stockant l'énergie qu'on a produit en trop à un instant donné pour le remettre à un autre endroit. Mais voilà, stocker de l'électricité, c'est quelque chose qui n'est pas très très facile. Donc, ce que je viens de vous raconter là maintenant, c'était, je dirais, relativement général sur les énergies renouvelables et sur les problématiques de production d'électricité. Regardons maintenant le cas particulier des îles. Alors, on est bien placé. Nous sommes dans une île, et croyez-moi, on est dans une île qui, d'un point de vue énergétique, est relativement favorisée par rapport à un certain nombre d'autres îles que je connais et sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Alors, quels sont les problèmes? Alors, les moins, les plus des îles. Les moins, ben, en général, on est assez loin des réseaux européens et des réseaux interconnectés. Prenons le cas de la Corse. Vous savez qu'on n'est pas interconnecté au continent français, on est interconnecté à l'Italie et à la Sardaigne. Et nous encore, on est interconnectés. C'est-à-dire qu'on a un pourcentage, on le verra tout à l'heure, une part de notre énergie électrique qui provient de cette interconnexion. Mais la plupart des îles, en Grèce par exemple, la plupart des îles ne sont pas interconnectées. Donc elles n'ont pas cet avantage, je dirais, d'un certain point. La petite échelle, alors pourquoi c'est un problème petite échelle? Parce que qui dit petite échelle dit petite consommation. Qui dit petite échelle, on va en reparler tout à l'heure, je pense, dit un problème aussi de répartition des productions sur le territoire. Je peux vous donner un exemple tout de suite. Imaginons que vous ayez un réseau interconnecté comme le réseau européen. Imaginons qu'on ait quelques éoliennes en Hollande et quelques éoliennes en Espagne. La probabilité pour que les éoliennes d'Espagne tournent en même temps que les éoliennes en Hollande est relativement faible. Et la probabilité pour qu'elles s'arrêtent de tourner également est relativement faible. Donc on peut toujours se dire, quand on a un territoire très étendu, on arrivera toujours à trouver un endroit quelque part sur le territoire où ces éoliennes vont produire, où ces capteurs photovoltaïques vont produire. Quand on est sur un petit territoire, comme c'est le cas chez nous, vous savez, en général, s'il n'y a pas de vent, très souvent, vous avez ce phénomène on appelle ça le phénomène de foisonnement. Tout va s'arrêter en même temps, tout va se mettre en marche en même temps. Donc on peut jamais se dire, tiens, sur 100 MW d'éoliennes installées, je peux considérer grosso modo que 30%, 40% seront toujours en fonctionnement et je pourrai toujours compter dessus. Sur une île, ça, c'est pas possible. Autre problème, difficulté de distribution et manque de marché conventionnel. Bon, ça, c'est plutôt des problèmes, je dirais, économiques. Je vous parlerai tout à l'heure du coût de production de l'électricité dans les îles. Vous verrez que c'est quelque chose d'assez énorme, qui est beaucoup, beaucoup plus important que le prix de l'électricité que vous payez. Mais il y a quelques avantages. Alors, en général, il y a pas mal de sources renouvelables d'énergie. Ce n'est pas le cas de toutes les îles, mais quand même de la plupart. En général, on a beaucoup de vent. On a pas mal de soleil. La Corse est relativement bien placée pour ça. Une incroyable adaptabilité. Bon, je ne suis pas toujours convaincu de ça, mais enfin, peut-être plus facile de s'adapter dans une île que dans une région beaucoup plus grande. Et puis une capacité d'intégration à base d'énergie renouvelable, en général, c'est quand même quelque chose d'assez... on est en général beaucoup plus sensible aux énergies renouvelables dans ce genre d'île que dans parfois d'autres territoires. Alors ça, la phrase en rouge dessous, c'est pour montrer que cette problématique, très souvent quand on travaille sur ce sujet-là, on se dit, vous vous concentrez sur la Corse et vous restez un peu nombriliste sur votre région. Sachez que ce problème est important et il ne concerne pas que la Corse. Vous avez 300 îles en Europe, 6% du territoire, 400 millions d'habitants, 100 000 îles dans le monde, ce qui représente à peu près 500 millions d'habitants. Donc vous voyez que cette problématique que l'on retrouve en Corse et qui est souvent beaucoup plus importante dans d'autres pays autour de nous, je vous parlerai tout à l'heure d'un petit projet que j'ai avec la Grèce, et vous allez voir que les Grecs ont encore beaucoup plus de problèmes que nous. C'est un problème important et assez général. Alors, quel problème? Le lien limité ou inexistant. Donc, c'est ce que je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, j'assiste peut-être un peu, mais là, ça éclaircira la chose. La taille. Alors, le fait d'avoir une faible population, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, fait qu'on a une relativement faible consommation, et qui dit faible consommation dit on ne peut pas utiliser tous les moyens de production d'énergie, parce que certains sont beaucoup trop puissants pour être utilisés. Je prends simplement le cas du nucléaire. Alors, mais je sais que quand je dis ça, très souvent on me dit heureusement qu'il n'y en a pas de nucléaire en Corse. Pourquoi? On pourrait très bien l'envisager. Mais même si on voulait le faire, on ne pourrait pas parce que les réacteurs, Marie-Laure, reste zen, on ne pourrait pas l'utiliser pour des raisons, je dirais, techniques. Donc pareil,
Il ne faut pas, pour des raisons de sécurité, qu'à un instant donné, la production d'électricité en provenance d'un seul moyen de production soit supérieure à 25%. Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, si ça tombe en panne, il faut qu'on puisse réagir très très vite. Et si vous misez tout sur un seul moyen, vous allez avoir des problèmes. Donc sur les îles, c'est encore plus compliqué, parce que vous allez le voir tout à l'heure en Corse, la consommation d'électricité varie énormément d'un mois à un autre, mais dans des proportions très très importantes. Et ça, c'est bien embêtant, justement. Ensuite, et pas seulement à cause du tourisme d'ailleurs, parce que ça peut être aussi une raison, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc la distribution, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'effet de foisonnement. Hein, encore une fois, si sur un grand territoire, on peut considérer que les productions éoliennes et photovoltaïques vont se compenser entre les capteurs qui sont en Allemagne, en Espagne, en Italie, un peu partout, eh bien, sur un petit territoire, cet effet de foisonnement est limité et on est un peu embêté parce que on va jamais pouvoir compter sur un certain pourcentage de fonctionnement permanent. La surspécialisation de l'économie, je pense qu'il y a des gens ici plus à même d'en parler que moi de cette surspécialisation. En Corse, vous le verrez tout à l'heure, la consommation électrique est surtout importante en hiver, mais avec une remontée bien évidemment en été, due au tourisme, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais on n'est pas encore arrivé dans la situation où la consommation d'électricité est plus importante en été qu'en hiver. J'ai eu l'occasion d'aller en Grèce il y a à peu près 3 mois pour un projet justement sur la problématique de l'intégration des ENR en Grèce. Si je prends le cas de la Crète, la Crète c'est impressionnant. La Crète, vous avez la courbe de consommation entre janvier et décembre qui fait carrément une grosse bosse. Le maximum est pendant l'été. Donc là, c'est assez embêtant parce qu'en fin de compte, vous êtes obligé d'avoir des moyens de production d'électricité pour satisfaire les besoins de plein de gens qui sont là que sur une période très très courte de l'année. Ça peut poser des soucis. Donc actuellement, pour toutes ces raisons-là, même si beaucoup de gens s'en plaignent, il n'y a pas beaucoup de solutions. Et la plupart du temps, et même pratiquement toujours, eh bien, le moyen de production d'électricité dans les îles proviennent, malheureusement, si je puis dire, du diesel. Et là, vous voyez un exemple sur les différentes îles françaises. Je dirais que tout ce qui est en rouge et en violet, et en orange, je ne sais plus ce que c'est, que bien la combustion, eh bien, toutes ces parties rouges, orange et violettes, eh bien, c'est du diesel. Et là, vous avez le cas de pratiquement toutes les îles françaises, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Martinique, la Guyane, etc. Et vous voyez que cette situation de l'utilisation des moteurs diesel et des turbines à combustion, toutes deux fonctionnant avec du diesel, les uns avec du fioul lourd, les autres avec du fioul léger. Je ne voudrais pas trop parler de cette différence. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui veulent me poser des questions sur la différence fioul lourd, fioul léger, je veux bien y répondre, mais je le ferai plutôt après. Donc encore une fois, cette situation, c'est aussi une chose que je voudrais, une idée que je voudrais retirer de la tête de pas mal de gens. Cette problématique du diesel n'est pas une problématique spécifique corse, c'est une problématique des îles en général. Alors vous allez me dire, pourquoi pas le gaz? Oui, on peut aussi utiliser des moteurs au gaz. C'est un autre sujet. Pour l'instant, le gaz, le problème, on pourra en parler si vous voulez ensuite, c'est un problème, c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, à transporter, à stocker, etc. Alors le cas de la Corse. Bon, la plupart d'entre vous, je pense, savent d'où vient l'électricité ici. Vous savez qu'on a des grosses centrales thermiques qui se trouvent sur Ajaccio et sur Bastia. Un certain nombre de barrages que vous voyez ici en bleu, et ça c'est un énorme avantage. La plupart des îles n'ont pas cette eau. En Grèce, je reviens sur le cas de la Grèce, mais en Grèce ils ont un énorme problème, c'est que non seulement ils n'ont pas d'énergie, mais en plus ils n'ont pas d'eau. Nous, on ne peut pas se plaindre qu'on n'a pas d'eau, la preuve, ce qui s'est déjà passé hier. Même si ce n'était pas la meilleure manière de stocker l'eau, ce qui s'est arrivé hier. Donc vous avez deux interconnexions. Une interconnexion qu'on appelle le SACOI, Sardaigne, Corse, Italie, qui est un câble en courant continu, qui relie, je dirais, Luciane à une petite ville d'Italie. C'est un câble qui fait, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui doit faire 250 MW dans sa totalité. Et la Corse, puisque le câble traverse l'île, eh bien, récupère en permanence, et je dis bien en permanence, 50 MW sur ce câble. Donc ce sont 50 MW garantis. On les a tout le temps. Mais c'est du courant continu. Et arrivé à Luciane, eh ben, vous avez ce qu'on appelle la station de conversion. C'est un centre très... Il n'y a pas beaucoup de stations de conversion de ce type-là, d'ailleurs, au monde, qui transforment ensuite en courant alternatif. Et puis vous avez un deuxième câble beaucoup plus récent,
qui est le Sarco, Sardaigne-Corse, qui lui est qui est un câble en courant alternatif qui nous relie au réseau SARD. Alors ça a plusieurs avantages, si je laisse tomber la partie purement énergétique, c'est-à-dire que du coup, eh bien, le fait que le petit réseau Corse soit connecté au réseau un petit peu plus grand SARD, fait que depuis qu'on a ça, notre électricité déjà est plus stable, parce que plus le réseau est grand, plus l'électricité produite est stable. Et alors ce petit câble qui faisait 50, enfin ce petit, je ne sais pas quelle taille il a, mais qui faisait 50 mégawatts quand il a été mis pour la première fois, a fait ensuite 70, puis a fait 80, puis est arrivé à 100 mégawatts. Je ne sais pas s'il continuera à croître encore dans les années qui viennent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 100 mégawatts actuellement du câble, les 100 mégawatts ne sont pas produits en permanence. Qu'est-ce qui se passe? Tous les 3 jours, EDF négocie avec son collègue italien qui s'appelle l'Enel pour savoir combien ils vont pouvoir prendre sur ce câble. Vous le verrez tout à l'heure. Et notamment en été, c'est problématique parce que les SARD, ils en ont besoin. Alors comme ils en ont besoin, il est clair qu'ils ne vont pas donner les 100 mégawatts à la Corse. Donc ça, il faut aussi le savoir. Le câble, c'est peut-être pas nécessairement... C'est bien, il en faut, effectivement. Mais les 100 mégawatts de raccordement avec la Sardaigne ne sont pas garantis en permanence. Et en particulier en été. Et en été, en Corse, vous le savez aussi bien que moi, on n'a pas beaucoup d'eau. Et ce qui fait que déjà les moyens hydrauliques, ce n'est pas en été qu'on va pouvoir les utiliser. Donc voilà un peu la situation de la Corse, je dirais, résumée. Je vais pas... Alors aujourd'hui, vous savez peut-être qu'il y a une nouvelle centrale diesel qui est installée actuellement au fioul léger, qui est installée à Luciane. Le premier moteur de la nouvelle génération a été, si je ne me trompe pas, mis en fonctionnement il y a à peu près 3 semaines et commence à tourner. Je ne rentre pas plus dans les détails de cette différence fuel léger, fuel lourd. On verra après. Alors voilà ce qu'il en est actuellement sur la Corse. Alors il y a 2 choses importantes qu'il ne faut surtout pas confondre. En général, même les étudiants qui font, je dirais, des sciences et de la physique mélangent souvent la notion de puissance et la notion d'énergie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous avez d'un côté la répartition puissance, la répartition d'énergie. La puissance, c'est quoi? Ce sont les mégawatts installés. Mais toujours pareil, si c'est je prends le cas tout bête d'éoliennes, si vous avez 300 mégawatts d'éoliennes qui ne tournent jamais, l'énergie produite sera 0 mégawattheure. C'est peut-être un peu aberrant ce que je dis, mais c'est le cas. Ce qui veut dire que ce qui est important aussi, c'est de voir la part d'énergie qui provient des différents moyens de production en Corse. Alors vous voyez qu'en Corse, on a une chance, c'est qu'effectivement on a de l'eau, qu'on a un nouveau barrage qui vient d'être installé il n'y a pas très longtemps, qui est le barrage du Rizzanese, qui est 55 mégawatts en plus. Ça fait quand même, mine de rien, à peu près 10% de la puissance installée supplémentaire. C'est une énergie renouvelable, un peu particulière, parce qu'elle a l'avantage de ne pas être trop fatale. Elle l'est un peu, mais pas trop, parce que déjà on peut la stocker, ce qui est bien pratique, et l'utiliser quand on en a besoin, et quand on en a envie, pour peu, bien évidemment, qu'il y ait de l'eau. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc à gauche, vous avez la répartition en puissance, je dirais, l'année dernière. Et puis la répartition en puissance, telle qu'elle devrait être cette année, avec la mise en place de la nouvelle centrale de Luciane, qui est beaucoup plus puissante, dont les moteurs sont beaucoup plus puissants que ceux qui étaient avant. Donc on avait, vous voyez un petit peu ici, on avait 712 mégawatts, et on va passer à 841 mégawatts maintenant, avec l'arrivée du Rizzanese et de la nouvelle centrale de Luciane, avec ici la répartition de l'énergie en provenance du diesel, en provenance du câble, enfin des câbles, en provenance de l'hydraulique, et puis des turbines à combustion dont je reparlerai peut-être tout à l'heure. Alors, je suis désolé, mais la courbe que j'ai en haut à gauche n'est pas des plus récentes, elle a 3 ans. Ça a un petit peu changé depuis, je ne suis pas arrivé à avoir des données plus récentes, malgré mes négociations avec EDF. C'est la production d'énergie, la consommation énergétique de la Corse, mois par mois. Donc vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Consommation importante l'hiver, bien évidemment, il faut se chauffer. Et malheureusement, beaucoup de gens en Corse se chauffent avec de l'électricité. Une augmentation de la consommation durant l'été, je pense que vous savez tous d'où ça vient. Et puis surtout un minimum. Alors un minimum au mois de mai, c'était bien embêtant ce minimum aussi, parce que je vous dis, le problème c'est pas seulement de produire, c'est de contrôler. Alors pourquoi au mois de mai? Parce qu'en général il fait plus froid et que les touristes ne sont pas encore arrivés, c'est aussi simple que ça. Et ce qui fait qu'au mois de mai, vous avez différentes courbes ici de consommation pendant l'année, avec des jours caractéristiques. Entre la courbe bleue qui est en bas, qui est la courbe justement au mois de mai, quand la consommation est la plus faible,
et celle qui est en haut, vous voyez qu'on a un facteur très très important. Donc on a un écart de puissance appelée par le réseau entre l'été, l'hiver et la période de mai qui est très important. Et ça, c'est pas évident. Et vous verrez que pour les énergies renouvelables, ce qui est embêtant, justement, ça va être surtout la courbe en bleu qui est en bas, parce que quand on a une puissance appelée aussi faible, ben vous comprenez bien que ces fameux 30% de limite dont j'ai parlé tout à l'heure vont être atteints très très rapidement. Alors voilà quelques exemples. Comment ça se passe? Alors actuellement, la loi française, si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, impose que l'on utilise des moyens, parce que bon, donc, en Corse, je répète, on a du diesel, on a des câbles, on a de l'eau, on a des éoliennes, on a du photovoltaïque, on a des TAC, turbines à combustion, diesel aussi. Comment on décide de faire fonctionner certaines que d'autres? La loi dit, ben, vous devez utiliser les moyens les moins chers et à la fin les moyens les plus chers. Ça paraît relativement logique. Donc on va utiliser d'abord le câble, si possible, parce que déjà il est là le câble, donc autant utiliser l'électricité qui est produite par ce câble. Et puis, enfin produit, il n'est pas produit, mais qui est récupéré, je dirais, de l'Italie ou de la Sardaigne. Et puis on va utiliser ensuite les autres moyens de production. Alors vous voyez déjà qu'en été, eh ben, la partie bleue, elle est très faible. C'est quoi la partie bleue? Ben, c'est l'hydraulique, c'est problématique. Je crois d'ailleurs que je dis quelque chose après, donc je ne vais peut-être pas trop anticiper. En hiver, on a pas mal d'eau. Bon, la partie rouge ici, eh bien, c'est la production qu'on va être obligé de mener en supplément en provenance des turbines à combustion. Et quand vous allez voir les prix de production tout à l'heure, vous allez avoir des surprises. Donc, la partie jaune, ben, c'est je dirais le soleil, ce qui provient des centrales photovoltaïques, par exemple, actuellement. Et puis en orange, par exemple, des éoliennes. Celle-ci pourrait être plus importante, mais encore une fois, elle est limitée par ce que je viens de dire. Alors, voilà, je voulais anticiper. On a un autre souci en Corse, c'est qu'un des principaux barrages, c'est le barrage de Thau, là, et que le barrage de Thau, là, il est aussi utilisé pour l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Ajaccio. Alors ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il est bien évident qu'entre produire de l'électricité et produire de l'eau potable, qu'est-ce qu'on choisit? On préfère quand même de l'eau potable. Vivre sans électricité, c'est jouable, mais vivre sans eau, c'est quand même plus problématique. Donc ça, c'est un petit peu gênant aussi, parce que ça veut dire qu'en été, même si il faut contrôler tout ça de manière très, très judicieuse pour ne pas pour avoir ce problème qui est là. Alors d'ailleurs, c'est un très gros problème. Je fais une petite parenthèse. Hein. Un barrage doit être normalement vidé tous les 20 ans pour être nettoyé. Celui de Tôle l'a jamais été. Et on ne peut pas le faire. Et on ne peut pas le faire justement pour ça. Parce que si demain on vide le barrage pour le nettoyer, eh bien, à Ajaccio, on n'a plus d'eau à boire. Donc c'est quand même assez problématique. Et alors ça veut dire que... Bon, bref, c'est un problème assez important. Je tiens à soulever quand même. Mais un jour ou l'autre, EDF m'a dit, un jour ou l'autre, il va bien falloir qu'on le vide. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui va se passer. Il faudra demander à EDF. Alors, autre chose ici, alors là aussi c'est pas très récent comme données, mais je suis en train de voir avec EDF pour avoir des données un peu plus récentes. Là, se termine ici en 2003. J'ai simplement voulu représenter sur cette courbe la part de la production hydraulique et de la part de la production diesel. Pourquoi je veux vous montrer ça? Parce que tout à l'heure je vous ai dit que l'hydraulique c'était une énergie pseudo-fatale. Alors pourquoi pas totalement fatale? Parce qu'on peut la stocker, mais encore pour la stocker faut-il qu'il y ait de l'eau. Et vous voyez ici que d'une année à l'autre, je vais me donner deux exemples par exemple, la part en bleu que vous avez ici peut varier quand même du simple au double. Hein. Donc c'est quand même assez... bon, il faut faire attention. Hein. On n'est jamais sûr d'avoir la quantité d'eau nécessaire pour produire chaque année la même chose. Et puis j'ai représenté en bas la même chose sur plusieurs années, ce qui se passe. Alors paraît-il qu'en 2013, dernières infos que j'ai eues d'EDF Corse, eh bien en 2013, on a battu tous les records. Et la part des énergies renouvelables dans la production d'énergie en Corse a atteint les 45%. Et quand je parle des énergies renouvelables, je parle bien évidemment aussi de l'hydraulique. Ce qui est assez exceptionnel, parce que c'est très rare les régions qui peuvent dire que 45% de leur électricité sur un an provient des énergies renouvelables. Voilà, j'attends le chiffre exact, je n'ai pas plus d'infos. Vous savez, EDF, c'est toujours un peu confidentiel, il faut toujours faire un peu attention quand on leur demande quelque chose. Alors, quelques petits problèmes. Alors, bien évidemment, vous comprenez bien que tous ces problèmes supplémentaires, petitesse des moyens de production, etc., fait que les coûts de production sont très très élevés. Donc simplement, j'ai voulu donner un petit exemple ici. Alors déjà, il faut savoir que cette spécificité des îles est reconnue sur le plan électrique par la communauté européenne. On appelle ça, donc c'est bien reconnu. Alors je passe les décrets, les numéros de décrets.
c'est un domaine auquel je ne comprends pas grand-chose, donc je préfère ne pas vous en parler. Au niveau de la loi française, bien, la loi française précise qu'il existe des zones non interconnectées au réseau continental, c'est ce qu'on appelle les ZNI. Alors dans les cas des îles, eh bien, ce sont des organismes un peu spécifiques qui ont, je dirais, en charge de cette production d'électricité. Vous en avez l'exemple ici pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française, etc. Et sur la Corse, ben, on a un EDF un petit peu spécial, enfin, si je puis dire, ce qu'on appelle EDF SEI, Système énergétique insulaire. Et on en a même un nouveau maintenant à Bastia qui s'appelle EDF PEI, Production électrique insulaire. Alors vous allez me dire tout ça c'est EDF, oui d'accord, mais bon, eux ils distinguent un petit peu les choses. Et qui est là pour garantir cette autonomie et cet équilibre. Sachez au niveau du coût de production, vous savez que sur le territoire français, on a la péréquation des tarifs, c'est-à-dire que vous vous retrouviez à Paris, à Lille, à Marseille ou en Corse, le prix de l'électricité que vous payez sur votre facture est la même. Par contre, les coûts de production sont très très différents. Et en Corse, le coût de production, je vais vous en donner un ordre de grandeur tout à l'heure, eh bien, est bien supérieur au prix que vous payez. Et qui c'est qui compense, je dirais, cette différence de coût? Eh bien, c'est la Commission de régulation de l'énergie, ce qu'on appelle la CRE. Et d'où vient l'argent de la CRE? Eh bien, sur les factures d'électricité, les vôtres et celles de tous les Français, puisque sur le Parisien qui utilise de l'électricité, ben on lui pique un petit pourcentage de sa facture pour pouvoir compenser le surcoût que vous avez, vous, dans votre moyen de production. Donc, encore une fois, c'est très intéressant pour EDF, ça serait très intéressant même de trouver des solutions pour baisser ses coûts de production. Alors voici des ordres de grandeur que j'ai pu trouver. C'est pas évident à trouver, cela j'en suis pratiquement sûr, donc je vous en parle, parce qu'on voit parfois des coûts un petit peu aberrants à gauche et à droite. Donc sachez qu'en 2010, un mégawattheure est produit à peu près entre 122 et 315 euros, est vendu à 51,7 euros, donc vous voyez l'écart entre le coût de production et le coût de vente. En 2012, on a produit autour de 45 euros le mégawattheure en France. Il a coûté à peu près 110 euros par mégawattheure en Corse, c'est-à-dire à peu près 2,3 fois plus. À La Réunion, 140 euros, c'est encore pire. À la Guadeloupe, 160. Et puis si on regarde d'autres... alors, autre problème, donc ça c'est le problème du coût. Autre problème, ben, il se trouve que dans les îles, l'augmentation de la consommation d'électricité chaque année est beaucoup plus important que sur le réseau continental. Vous les avez ici. En France continentale, c'est à peu près 1% d'augmentation par an de la puissance appelée. Et bien dans les îles, c'est 3,8%. C'est à peu près 4 fois plus. C'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'il faut que les moyens de production suivent derrière. Il faut chaque année, là maintenant qu'on a mis le Retzanez et la nouvelle centrale de Lucian, on va être tranquille. Mais vous le savez, on a eu des soucis à un certain moment. Autre problème, ben, il y a énormément de pertes en ligne. Sur les petits réseaux, ben, il y a beaucoup d'électricité qui se perd. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi, mais il y a beaucoup d'électricité qui se perd. Et vous avez des chiffres ici. Les pertes, c'est-à-dire entre ce qui est produit et ce qui est consommé, eh bien, vous avez des pertes énormes. 10% en Martinique, 13% en Guadeloupe, 7% en France continentale, normalement. Donc on est quand même... c'est normal hein, qu'il y ait de l'électricité qui se perde. C'est logique, hein, il y a toujours des pertes en ligne. Mais... dans les îles, c'est bien particulier. Et vous voyez quoi, on est proche de 15% de pertes en Corse. Bon, c'est important. Et en 2012, en Corse, ces pertes se retrouvaient 14,4%, ce qui correspondait à peu près à 316 gigawattheures d'énergie perdue, ce qui est quand même pas négligeable. Donc vous comprenez bien qu'avec de tels coûts, eh bien, on va s'intéresser aux énergies renouvelables plus particulièrement dans les îles, mais comme je vous l'ai expliqué, on a des problèmes, c'est qu'il faut respecter ces 30% d'énergie.